Bienvenue sur cette vidéo avec Rayed. C'est une vidéo qui fête le rachat de Practical Programming par We Love Devs. On a déjà fait une vidéo où on parle du rachat en soi qui est sur la chaîne de Rayed, qui va devenir une chaîne We Love Devs où on parlera principalement de technique et où on va avoir du coup d'autres contributeurs qui sont probablement les gens qui écrivent nos QCM par exemple aujourd'hui, des choses comme ça. Sur cette chaîne-là, on va continuer à parler de sujets carrière, de sujets de changement de carrière, à faire du reportage, à faire de l'enquête et des interviews en particulier cette année. J'ai envie de faire beaucoup d'interviews. Donc on commence avec une interview de Rayed. Bonjour Rayed. Salut Damien. J'ai plein de questions du coup à te poser sur les bons conseils que tu as pu donner tout au long de Practical Programming, tes intuitions aujourd'hui. Peut-être c'est l'occasion aussi de prendre du recul finalement sur l'aventure de Practical Programming, mais sur les sujets que tu as pu aborder avec Practical. Écoute, c'est des sujets qui me passionnent beaucoup. Ça fait maintenant plus de 2 ans que je travaillais sur ce sujet, donc avec plaisir pour en discuter. Ok, le coaching, ça t'a permis de rencontrer des gens ? Ouais. Alors du coup, j'ai pu faire du coaching avec une dizaine de candidats développeurs à la reconversion. Tous étaient en cours de reconversion. Et c'était intéressant de voir la variété des parcours, parce qu'on avait aussi bien des personnes qui venaient de métiers qui n'avaient absolument rien à voir, que des gens qui avaient déjà un background d'ingénieur et qui avaient besoin juste de se remettre dans le code et avoir un peu les codes du marché pour savoir se mettre en avant vis-à-vis des entreprises. En fait, est-ce que c'est ça le sujet des codes ? Tu vois, est-ce que tu as parlé tout à l'heure du fait que tu es un bac+1 d'une école de commerce ? Ouais. Tu as fait un signal positif sur ton CV. Mais est-ce que ça t'a aussi donné des codes de cadre qui sont nécessaires pour travailler en entreprise et qu'on n'a pas forcément si dans notre vie professionnelle avant on était sur un job plus un peu moins cadre quoi. Ouais, honnêtement oui, parce que ne serait-ce que comment contacter les gens. On est en train de chercher un poste. Par défaut, si on ne sait pas, on va chercher des annonces et on va postuler à des annonces. C'est le premier réflexe. Mais en fait, je ne faisais pas ça. Jamais, lorsque je cherchais mon premier poste, j'ai répondu à une annonce parce que je n'étais pas qualifié sur le papier. Ça ne pouvait pas coller. Donc, ce que je faisais, c'est que je allais chercher les gens sur LinkedIn et j'envoyais des messages. Je devinais leurs mails, j'envoyais des mails. Et je me présentais. Et ça, je pense que c'est quelque chose un peu cet aspect créativité, audace et aller au-delà de répondre à une annonce. C'est peut-être quelque chose c'est pas quelque chose qu'on nous apprend en école de commerce, mais c'est une initiative que j'ai prise aussi parce que j'avais un peu plus j'avais un peu d'expérience professionnelle avant. Je sortais pas d'école, donc ça a dû jouer. Tu m'as parlé de Xavier, de Franck, c'est ça ? Oui. Alors, c'est des belles histoires. Ouais, c'est 2 développeurs. Xavier, je l'ai accompagné. Je ne saurais plus dire, je crois que c'était début 2021. Xavier, je l'ai coaché pour terminer sa reconversion. Il était en formation dans un bootcamp pour devenir développeur Java. Il arrivait en fin de formation et maintenant il fallait qu'il trouve un stage. Xavier m'avait pas mal touché parce qu'il avait plus droit aux allocations Pôle emploi. Il avait un crédit immobilier à payer. Il y avait sa femme qui, me semble, travaillait, sa fille. Et donc des conditions financières qui allaient se tendre très vite. Il a suivi mon programme de coaching de l'époque, que je ne fais plus aujourd'hui, et on a travaillé ensemble pour qu'il arrive à décrocher d'abord son stage, puis à transformer ce stage en CDI. Aujourd'hui, Xavier, il est développeur Java aux douanes. Donc je trouvais que c'était une histoire sympa, d'autant plus qu'il venait pas du tout de ce milieu-là, il n'avait pas de réseau dans le milieu, etc. Et Franck, c'est un pote pour le coup. C'est vraiment ça a démarré. C'était un ami d'amis et qui m'a appelé courant 2021 pour me dire qu'il envisageait de faire une reconversion pour le métier de développeur. Il était menuisier aluminium. Il était en burn-out de son poste actuel. Il voulait complètement changer de métier et il se renseignait sur le métier de développeur parce que sa femme était product owner. Elle est product owner. Au départ, j'ai découragé. Je dis honnêtement, ne fais pas ça. Si tu veux faire une formation accélérée de code, pourquoi pas, mais regarde les métiers qui sont annexes du style recruteur tech, du style product owner, des choses comme ça. Mais dev pour dev, c'est vraiment compliqué, d'autant plus qu'il a 3 enfants, une maison, enfin vraiment situation personnelle compliquée. Il ne savait même pas s'il allait avoir droit à Pôle emploi ou pas. Donc j'ai essayé de l'en dissuader. Il est revenu vers moi 6-8 mois plus tard en me disant qu'il allait le faire quand même. Et qu'il était conscient que cette reconversion pouvait prendre 1 an et demi, 2 ans.
À partir du moment où il était OK, donc là je l'ai suivi et là aujourd'hui donc il est en formation dans un des bootcamps qui sont sur le marché et il va démarrer son stage chez Decathlon là en octobre. Donc la reconversion se passe très bien. Il a connu un peu tous les moments de doute que tout le monde connaît, à savoir les syndromes de l'imposteur, le fait d'être noyé sous les nouvelles connaissances, le fait d'avoir besoin de maîtriser quelque chose avant de passer à autre chose, alors qu'en fait on n'a absolument pas le temps d'attendre de maîtriser quoi que ce soit, même quand on est senior d'ailleurs. Donc voilà, je trouvais que c'était deux belles histoires de personnes que j'ai pu accompagner. Du coup, en fait, ça me permet de rebondir sur la question de Sylvain, qui demandait en fait à quoi ressemble le secteur de l'emploi quand on arrive aujourd'hui. C'est quoi t'avais fait une vidéo déjà qui s'appelait La route vers l'emploi, c'est ça ? J'avais fait une vidéo, j'avais fait plusieurs interviews avec des recruteurs sur le métier, l'entrée sur le marché de l'emploi des développeurs juniors. Et c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Je me souviens qu'à mon époque, quand j'ai démarré ma recherche de mon premier poste, les startups étaient celles qui embauchaient le plus de juniors pour une question de coût. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Les startups ont vachement mûri, elles ont eu beaucoup de financement entre-temps, et elles veulent des profils seniors. Elles vont même débaucher des profils seniors venant de SN, venant de grands comptes, etc. Elles sont prêtes, sont aujourd'hui celles qui payent le mieux sur le marché. Par contre, ce que j'ai observé récemment, c'est que les grands comptes cherchent à internaliser. Là où traditionnellement, une grosse boîte avait l'habitude de sous-traiter à des SS2I, des ESN, pour avoir des développeurs dans les équipes et avoir cette flexibilité de pouvoir augmenter la taille de l'équipe, réduire, etc., sans ajouter des personnes en interne. Elles sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule et de vouloir internaliser au maximum les profils de développeurs. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles en auront toujours besoin. C'est un shift complet parce que c'est un nouveau métier, c'est un nouveau marché de l'emploi qu'elles ne connaissent pas. Elles connaissent les marchés de l'emploi qui sont liés à leur industrie, mais pas forcément liés à l'industrie du développement. Donc elles cherchent à internaliser et les profils qu'elles arrivent à faire venir dans un premier temps, c'est les profils juniors. Et il se trouve que les grandes boîtes ont plus le temps, plus la patience d'amener une montée en compétences qu'une start-up qui a 18 mois devant elle avant de ne plus avoir de cash et de devoir refaire une levée de fonds et qui a besoin de montrer des choses très vite. Ou qu'une ESN qui a besoin de prendre un profil et de le placer en régie chez un client tout de suite parce que sinon c'est juste de l'argent perdu, quoi. Donc je pense qu'aujourd'hui les grands groupes c'est des bons tremplins pour démarrer sa carrière et c'est pour ça que j'ai conseillé à Franck d'aller regarder chez ADO, chez Leroy Merlin, chez Decathlon pour son premier poste. Oui, l'internalisation, le mouvement d'internalisation il est vrai. Alors ça marche pas partout pareil, tous les grands comptes sont pas égaux, mais ouais, il a été clairement déclenché avec le Covid. Les startups en ce moment sont dans le bear market autant que le Web3. Ouais. En fait, depuis la guerre en Ukraine, en fait, autant avant, le marché était facile d'accès. Et donc, les investisseurs leur donnaient beaucoup d'argent en disant vous allez pouvoir faire 3x3 sur le marché. Aujourd'hui, du coup, il y a plus de risques. Du coup, les investisseurs ont dit soyez raisonnables, gardez l'argent. On ne sait pas si l'argent, il y en aura toujours autant qu'avant. Et donc, du coup, elles investissent moins. Donc, il y a moins de postes en ce moment depuis la guerre en Ukraine. Et surtout, avant, on était dans une période où les startups, elles avaient tiré les salaires vers le haut de ouf. Ouais. Le salaire moyen avait pris 7%. En allant bosser dans une grosse startup par rapport à un grand compte, on avait forcément une augmentation, quoi. Ouais. Et significative. Même sur un profil déjà senior. Ah oui, surtout. Hein. Surtout, ouais. Clairement, si tu étais à 40, tu pouvais aller chercher 50, 70. 70. Il n'y avait pas de souci. Alors que dans un grand compte, c'est plus les grands comptes ont plus récompensé l'ancienneté. Ouais. Ok, un 70 c'est possible, mais pour des gens qui sont là depuis 5 ou 6 ans. Parce qu'ils ont une connaissance métier, parce qu'ils connaissent les process, parce qu'ils ont un réseau interne dans l'entreprise pour actionner et faire avancer leurs projets. Et c'est pour ça que les grands comptes payent l'ancienneté. Et à l'embauche, ils ont un peu du mal à donner des gros salaires, quoi. Alors que les startups, elles, n'avaient pas ce souci-là parce qu'elles brûlent du cash. Et donc, ouais, il y avait ce décalage-là. Là, avec le marché est un peu contracté et on a un peu moins ce décalage. Et je pense qu'effectivement, un grand compte va valoriser beaucoup plus nos expériences passées. Il investit effectivement dans la durée, il forme les gens. Et ce qui bloquait avant, c'est qu'ils n'avaient pas les compétences en interne pour former des gens parce que c'était les ESN qui les avaient. Et maintenant, ils ont recruté et ils ont de quoi faire monter en compétences des gens, quoi.
Et ils ont des plans de carrière à gérer, donc ils ont déjà des profils qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans, qui sont en train d'avancer, qui vont arriver sur des postes d'engineering manager, qui arrivent sur des postes de tech lead. Il faut leur donner du grain à moudre et il faut remplir le panier. Sachant que ces grosses boîtes aussi ont du turnover. Et elles doivent aussi remplacer des personnes qui partent parce qu'elles ont démarré leur carrière là, puis elles changent soit pour un autre grand compte, soit pour une ESN, soit pour se mettre en freelance. Il peut y avoir plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a ce phénomène d'aspiration, c'est-à-dire que pour les postes les plus seniors, les grands comptes ils préfèrent former leurs personnes en interne que de recruter à l'externe. Oui. Et effectivement, c'est peut-être pour ça du coup qu'ils recrutent des gens plus juniors ou des reconversions sur des postes qui sont plus accessibles ou plus ouverts au recrutement. Le profil reconversion de ce que j'ai vu plaît aux grands comptes parce qu'il y a une certaine maturité des profils, maturité professionnelle. On n'est pas sur un profil d'une personne de 22 ans qui dans 2-3 ans va vouloir soit changer de région parce que sa conjointe sa conjointe fait qu'il a besoin de se déplacer ou alors simplement pour partir à l'étranger ou X ou Y. Une personne qui est déjà plus avancée dans sa vie, elle a déjà sa maison, elle a déjà sa famille, c'est déjà plus stable, ça offre une certaine assurance voilà, un indice de stabilité et que le profil va rester un poil plus longtemps qu'un profil plus jeune. Ça me permet de rebondir sur la question de Hervé Frakoviak. C'est quoi les conseils que tu donnes du coup à des gens comme Hervé, à des gens dans les entreprises qui sont plus ou moins seniors ou plus ou moins sur les postes techniques pour accompagner les jeunes reconvertis ou les jeunes diplômés qui arrivent dans les équipes? Ouais. C'est une très bonne question et ça c'est quelque chose que j'ai vu mon ancien tech lead Youssef faire très bien, il le fait encore aujourd'hui. C'est comment intégrer des profils juniors dans son équipe. Les profils juniors ont un intérêt certain qui est de pouvoir confier des tâches simples à des personnes qui ont envie de soulager les profils plus seniors sur ce type d'user stories où entre guillemets c'est apporter un outil un peu trop fort pour ce type de mission. Déjà ça va dépendre de où en est le projet. Plus on avance en maturité d'un projet, moins on va avoir de user stories qui vont être beginner friendly. Donc c'est normal qu'arrivé à un moment on peut embaucher des juniors, on arrive à un stade où le produit devient suffisamment complexe et mature et on est en train de faire plus de la modification sur des choses déjà complexes, un junior va difficilement pouvoir intervenir dessus. Par contre, lorsqu'on est dans un contexte de début de projet, il y a un énorme boulot à faire de la part du tech lead et du product owner qui est de bien découper les user stories en des tout petits bouts qui sont prenables par des juniors. Et côté technique, il faut leur enseigner les bonnes pratiques les plus simples, à savoir comment faire un test unitaire, comment savoir faire un test d'intégration, et puis tout le process, le guide flow, toutes ces choses-là qui fait qu'il va s'intégrer dans l'équipe et faire ses petits pas les uns après les autres. C'est en faisant ces petits pas qu'il va pouvoir prendre confiance, découvrir des nouvelles technos, commencer à apprendre des user stories où il y a un moteur de recherche, où il y a une autre base de données, où il y a un broker de messagerie, des choses un peu plus complexes, mais il a besoin de pouvoir prendre ses petits pas, prendre confiance en lui, s'intégrer dans l'équipe, sentir qu'il contribue, sachant que c'est des profils qui ont faim, ils ont envie d'apprendre, ils vont pas compter leurs heures, même chez eux, en termes d'apprentissage. Ça veut pas dire qu'il faut les exploiter en termes professionnels et les faire travailler comme des ânes, mais si eux vont apprendre de leur côté, si on leur donne les billes, si on leur donne la direction et on fait des points réguliers avec eux sur leur montée en compétences, la roadmap de leur montée en compétences, ils vont la suivre. Il y a un sujet, j'ai envie de rebondir sur 2 angles. Le premier, c'est ok, effectivement, au début, donner des petits trucs. Et en fait, il y a un moment clé après où on passe dans le grand bain. Et je le trouve vachement touchy. J'ai aussi l'impression que c'est facile. Peut-être on peut donner le conseil aux juniors, tu vois, à l'apprenant, ou de demander en fait à passer dans le grand bain. Parce que j'ai vu des gens qui osent pas demander. Ouais. Et qui ont l'impression de tout le temps avoir des discours qui sont réducteurs. Fais des petits trucs parce que t'es pas encore grand. Ces discours réducteurs, ils ont tendance à être autoréalisateurs. Demander à passer dans le grand bain. Il y a aussi peut-être des expériences à mener. Ok, tu vas faire des petits trucs, mais là ce coup-ci on va te laisser faire un gros truc. Et en vrai, et ça marche ou pas, c'est pas très grave. Quelqu'un repassera derrière s'il faut. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour bien gérer ça? En fait, j'ai même un conseil, mais là ça va tomber dans les mains des tech leads. Si vous voulez être tech lead, vous voulez vraiment prendre ce poste-là, c'est de votre responsabilité de faire monter en compétence votre équipe. Donc prenez en main ces profils juniors. Ils ne sont pas là que pour faire les user stories faciles.
Lorsque vous avez une user story intéressante, vous pensez qu'il y a quelque chose qui peut monter en compétence, appelez-le, faites du pair programming, il s'assoit à côté et expliquez-lui ce que vous faites au fur et à mesure. La valeur de l'US en elle-même, à l'échelle du produit, elle est peut-être pas si importante que la montée en compétence que vous permettez de faire à votre équipe. Si vous faites monter en compétence votre équipe, ça a beaucoup plus de valeur que juste le fait de livrer cette user stories 24 heures ou 48 heures avant. Donc c'est plus ça où c'est au profil senior de prendre conscience de ça. On parle souvent de oui, dans mon entreprise, on me laisse pas le temps de faire les bonnes pratiques, on me laisse pas le temps. Je le vois pas tant que ça. Souvent, on n'est pas à 24-48 heures près. Plus le fait d'avoir une vélocité en tant qu'équipe a plus de valeur que la vélocité d'un seul développeur. Et du coup, la deuxième question que je voulais te poser, c'était... j'ai l'intuition aussi que quand il y a un nouveau qui arrive dans l'équipe ou une nouvelle qui arrive dans l'équipe, effectivement, au début, on lui donne des scopes et cette personne, elle se plante et on a tendance à perdre la confiance, etc. J'ai l'impression que ce qui est clé quand on est accompagnant, c'est d'encourager cette émancipation, de rassurer la personne en disant ok, en fait, tu vas dire c'est pas grave, quoi, dire c'est normal, moi aussi je me suis planté, on rattrape, on avance, et de continuer à y croire. Il y a une espèce de positivisme qu'il faut adopter de manière irrationnelle, parce que sinon ça sera... Ouais, c'est de la pédagogie en fait. C'est être tech lead aussi, c'est comme être instituteur. Lorsqu'on confie une user story à un développeur junior, qu'il soit débutant ou junior avec déjà un peu d'expérience, on lui confie une user stories, il crée sa pull request. Le simple fait de venir faire sa review, lui claquer les commentaires en disant non, ça, mais fais ça plutôt comme ça, ça c'est pas bon, X, Y, et envoyer, on sait même pas parler. On s'est privé d'un moment d'enseignement, on s'est privé d'un moment où on a aidé quelqu'un à grandir et on a rendu son équipe plus forte. En tant que tech lead, c'est ça qu'on vous attend, on s'attend à ce que l'équipe soit plus forte. Ouais. Donc, utiliser ces moments de review, pas comme correction du code. Le code en lui-même, c'est juste... C'est une copie, c'est un élève qui a rendu une copie, on ne le juge pas sur une copie, on l'aide à avancer dans sa compétence, sa maîtrise du sujet. Donc servez-vous, asseyez-vous ensemble, en Zoom ou en physique, et servez-vous de ces moments comme moments d'apprentissage. Le code qui est produit derrière, au final, vous allez le corriger ensemble et il aura appris quelque chose, ça a plus de valeur que la correction en elle-même. Est-ce qu'il y a un bon conseil, t'as donné des dizaines de milliers de conseils sur les deux dernières années. Est-ce qu'il y a un bon conseil qui aujourd'hui, de loin, te paraît plus pertinent que les autres ou indispensable? Il y en a un qui ressort du lot? Ça va dépendre du stade de chaque personne, de là où on en est. Souvent, ce que je dis aux développeurs qui s'apprêtent à sortir de leur formation de reconversion, ils sont tout excités parce qu'ils savent faire des choses. Ils ont appris à manipuler leur framework et ils produisent des pages. Ils ont fait un projet de fin d'études qui a de la gueule et ils sont fiers. Maintenant, il faut plonger dans la maîtrise de son langage. À ce stade-là, le truc le plus important, c'est la maîtrise de son langage. On ne veut pas qu'un développeur, même junior, passe du temps à aller fouiller la doc pour faire des choses relativement simples, type trouver les propriétés d'un objet ou faire une boucle sur un tableau et faire une manipulation dedans. Donc, vraiment, la maîtrise du langage, c'est le premier chose. Ensuite, sur l'aspect bonne pratique, parce qu'on en parle souvent, on entend souvent parler que les bonnes pratiques c'est plus important, etc. C'est vrai. Mais on va pas avoir le temps d'explorer toutes les bonnes pratiques, surtout lorsqu'on démarre. Pour moi, la plus importante, c'est de savoir faire des tests automatisés. À commencer par des tests d'intégration, parce que pour moi, c'est les plus simples. On va vraiment utiliser une base de données, on va vraiment faire son geste métier de bout en bout, et c'est plus simple que les tests unitaires. Ensuite, il y a l'aspect savoir faire des tests unitaires qui vont aussi. Ça, c'est sur l'aspect technique. Après, sur l'aspect gestion de carrière, là, il y a tout un volet, il y a plein de compétences à avoir, etc. pour arriver à se vendre. Mais l'idée, la philosophie derrière tout ça, c'est pas tant que ça ce que vous savez à l'instant T qui va compter, mais c'est ce que vous montrez que vous savez. J'ai rencontré énormément de développeurs qui ont un très bon niveau, ils ont beaucoup travaillé après leur reconversion et ils savent faire des choses, mais sous prétexte qu'ils ne le maîtrisent pas, ils osent pas en parler et ils osent pas le mettre en avant. Et du coup, personne ne sait qu'ils le savent. Là où d'autres personnes parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas, mais c'est pas grave, parce que ils avouent avec humilité qu'ils parlent de ça, mais ils sont pas sûrs de connaître et de tout comprendre. Et ça ouvre des portes à des conversations et ça permet d'évaluer un peu l'appétence de cette personne et qu'est-ce qu'elle a compris, qu'est-ce qu'il lui reste à comprendre, et si je lui donne une explication, est-ce qu'elle arrive à me la retranscrire derrière.
Voilà, c'est des choses comme ça. N'hésitez pas à vous exposer, n'hésitez pas à être un peu plus audacieux. C'est pas de la vanité, c'est simplement le fait de s'exposer. Si on allie audace et humilité, en général, ça se passe bien. Faut être fier de ce qu'on fait, quoi. Et tenter des nouvelles choses, prendre des risques. Ouais, ne pas attendre de maîtriser. Souvent, c'est le piège, c'est la zone de confort. On veut attendre de maîtriser quelque chose pour passer à autre chose. On n'a pas le temps, personne n'a le temps d'attendre de maîtriser complètement quelque chose avant de passer à la suite. C'est comment on arrive à donner de l'importance, à accorder du temps au développement des bonnes pratiques. J'imagine que la question elle est posée sous un angle que tu as déjà adressé, c'est on va perdre un peu de temps sur la user story. Il y a peut-être aussi un travail d'évangélisation, faire comprendre aux autres qu'améliorer les bonnes pratiques c'est important, quoi. En fait, il y a deux volets. Il y a l'aspect comment est-ce que moi je vais monter en compétence de mon côté, et il y a ce que j'attends de mon employeur. Moi, je suis toujours partant de l'école on ne fait pas sa montée en compétence pour son employeur ou son futur employeur, on l'a fait pour soi et son employabilité. Donc, et c'est pour ça que le métier de développeur requiert de travailler à côté, lire des bouquins sur le sujet, de faire sa montée en compétences de son côté, pas que sur son temps de travail. C'est le métier qui veut ça. Du coup, lorsque on veut appliquer ces bonnes pratiques, c'est là où on peut se heurter à deux situations. Soit on est dans une équipe, une entreprise qui est favorable à ça, qui va vous laisser le temps de le mettre en place, etc. Soit on va être dans une entreprise où on va pas être très regardant, et on va plutôt préférer que les user stories avancent plutôt que de mettre en place les bonnes pratiques et surtout de se les échanger, de se les mettre en pratique, de se confronter nos idées dessus. Parce que ce qui est beau avec les bonnes pratiques, c'est qu'il n'y a pas une vérité générale, il y a des thèses, et après les interprétations de ça dans une code base en particulier, elles sont sujettes à des discussions. Et c'est ces discussions qui enrichissent le profil de développeur. Maintenant, si on est dans une entreprise qui n'a pas ces discussions parce qu'on avance, typiquement, si je travaille dans une agence web qui facture des sites marchands ou des prestations web à faible coût, je n'ai pas le temps de passer 6 mois, 8 mois sur un projet client. Forcément, le client il a acheté quelque chose de pas cher, on va devoir livrer ce qu'on peut dans les contraintes temporelles. Donc là, on n'est pas dans un contexte où on peut développer ces bonnes pratiques dans cette entreprise-là. Ce qui n'est pas forcément un mal, parce qu'à ce stade-là, on n'est pas forcément dans ce besoin de développer ses bonnes pratiques, on est peut-être à un stade plus junior de sa carrière où on veut juste développer sa maîtrise de son langage. Et là, on fait ce qu'on fait avec les moyens de l'entreprise. Dans ton ressenti ou dans ton expérience, pourquoi certaines reconversions ne marchent pas ? Est-ce qu'il y a un facteur récurrent de non-succès, quoi ? Oui, on pourrait placer le curseur sur plusieurs choses. Honnêtement, quand j'ai commencé mes recherches là-dessus, j'ai commencé par blâmer les formations et les promesses que les formations faisaient aux élèves. On pouvait aussi blâmer le fait que ces formations étaient financées, donc l'élève n'était pas forcément... l'élève n'était pas le client, etc. Bref, plusieurs sources. Au final, non. Ce qui se passe, c'est que le marché de l'emploi du développeur, il est en pénurie pour les profils confirmés et plus. Il n'est absolument pas en pénurie pour les profils juniors. Et il y a une traversée du désert à passer lorsqu'on est junior. Il faut l'accepter. Et ça, est-ce que les candidats à la reconversion en ont conscience et sont prêts à la traverser ? Pour moi, une grosse source d'abandon se passe à ce stade-là. On a aimé sa formation, on veut faire ce métier. Par contre, pour X ou Y raison, soit financière, soit mentale, morale. En tout cas, on a des raisons qui font qu'on ne peut pas survivre cette traversée du désert, arriver à ce niveau minimum technique requis d'employabilité, et du coup, on abandonne à ce stade-là. Pour moi, les abandons se passent à ce stade-là. Est-ce qu'il y a une sensation de panique ? Tu es au milieu du désert et tu as l'impression qu'on verra jamais le bout ? Oui, complètement. Et il y a une sensation de solitude. Là où on était dans un contexte où on avait des exercices, on avait des tuteurs, on avait des camarades de promo en formation. On arrive une semaine après la formation, on continue à se parler. 2 semaines après, il y a de moins en moins de contacts. Et après, on se retrouve vite tout seul à essayer de développer son projet perso, mais on n'a personne à qui le comparer. On n'a pas forcément de contact dans notre réseau qui va nous aider à comprendre ce qu'on a bien fait, ce qu'on a mal fait, comment progresser, qu'est-ce que je dois apprendre par la suite, et me mener vers cette fameuse employabilité et ce fameux niveau minimum requis pour devenir employable.
Si on n'a pas ça, on se retrouve vite tout seul et il y a le début de panique. Ajoute à ça une contrainte temporelle du style il faut que je ramène de l'argent à la maison parce que j'ai des factures à payer. Si Pôle emploi se termine en août et que j'ai pas de visibilité sur mon employabilité sur les 3 prochains mois, j'ai un loyer à payer, j'ai des courses à faire, ça ajoute un sentiment de panique. C'est pas gratuit de vivre. Ça ajoute un sentiment de panique et ça, je comprends. D'ailleurs, j'ai souvent, dans mes sessions de coaching, j'ai expliqué aux développeurs, c'est OK, vous avez le droit de prendre le temps que votre conversion prenne 3 ans parce que vous avez besoin de prendre un job. Prenez un job alimentaire. Faites attention de ne pas prendre un job trop crevant simplement parce que ça paye 200 € en plus. Essayez de choisir un job qui va vous permettre de travailler sur le côté, soit 1 ou 2 heures avant de démarrer votre journée de travail, soit après. C'est plus ou moins faisable des fois dans des situations familiales où si on a des enfants et on a un job et on peut pas, il faut le composer avec et il faut savoir est-ce qu'on peut aller au bout de cette reconversion ou pas. C'est des choses à prendre en compte quand on fait cette décision. J'ai l'impression que dans l'image que tu décris, on s'engage dans une traversée du désert, on est en caravane. Et puis en fait au bout d'un moment la caravane elle se sépare parce qu'on va pas tous au même endroit quoi. Exactement. Ce que je vois aussi, alors j'y pensais pendant que tu l'expliquais, c'est que les gens qui changent de poste plus tard, ils mangent aussi une traversée du désert parfois. Et même sans avoir quitté son propre poste, en fait ils mangent aussi une traversée du désert dans la mesure où d'un coup il y a des gens que tu connais pas. Alors ça fait 5 ou 6 ans que t'es avec les mêmes personnes que tu connais bien et qui te jugent ou qui te font des feedbacks, ça va. Là, il y a d'un coup des gens que tu connais pas, qui te mettent des baffes, et des fois qui n'ont des baffes qui n'ont aucun sens, qui sont complètement injustifiées, qui sont de l'ego mal placé, et qui se permettraient pas avec leurs propres collègues. Et ça, tu te prends des baffes alors que t'y étais pas. Et le truc est aussi que en fait, au bout d'un moment, t'as été usé par les process, et en même temps, en tant que candidat, alors que t'es pas vraiment dans le désert, tu vas pas manquer d'argent pour payer ton loyer, tu vois. T'es saoulé quoi, et si t'es saoulé en vrai ça marche pas. Tu sais, c'est un peu comme j'en ai marre de rencontrer des gens mais je continue à faire du job dating, tu vois. Ouais. Mais en fait non, personne n'a envie de te rencontrer du coup, donc il y a cette notion là de garder un mood où on a envie que ça marche. Il faut essayer de rassembler cette caravane et des fois ce sera pas les gens avec qui on a fait la formation. Il y a des communautés qui se sont montées, il y a des Discord de développeurs juniors qui font cette traversée du désert et ça permet d'avoir du feedback de gens qui sont un peu avant vous. C'est les meilleurs feedbacks, c'est les gens qui sont 1, 2, 3 marches avant vous. C'est pas forcément le développeur senior ou l'architecte qui a fait ça il y a 10 ans et il a même pas fait le même chemin et certes il saura vous dire si le code est bien ou pas mais il n'a pas le vécu que vous êtes en train de vivre. Donc cherchez des gens qui sont proches de votre chemin, qui sont juste 1 step au-dessus, 2 steps au-dessus, qui vont pouvoir vous donner leur point de vue, le ressenti à l'heure actuelle, juste vous donner un peu cette étoile polaire à suivre dans cette traversée du désert. Et ça marche aussi en vrai, je pense que c'est un conseil de carrière qui s'applique pour le reste de ta carrière. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça se passe mal dans leur boîte pour changer de job. Et en fait, le problème c'est que du coup, c'est un moment où eux, ils sont très stressés par leur job à eux. Et du coup, ils sont pas dans les meilleures conditions pour changer de job, quoi. N'hésitez pas à changer de job à un moment où vous vous sentez bien, quoi. À un moment où tout va bien, il n'y a pas de raison de partir. C'est peut-être le bon moment pour changer de job parce que après, ça va que se dégrader. Et vous voulez être au meilleur de vous-même au moment où vous changez de job, quoi. Encore plus en tant que développeur, c'est cette fameuse zone de confort. Et moi, j'étais chez ADO jusque là, en octobre-novembre de l'année dernière. Qu'est-ce qui m'a poussé au final à changer ? C'était, j'arrivais sur cette zone de confort. J'adorais mon équipe, j'adorais mon produit, mais je sentais que je stagnais sur l'excitation du métier. Par contre, j'étais super confort. J'avais mes habitudes, j'avais mes collègues, j'étais compétent sur mon poste. J'aurais pu rester très longtemps parce que on est bien dans cette zone de confort. J'ai toujours eu envie justement de me rechallenger, de m'exposer à des nouvelles choses, nouvelles compétences, nouveaux postes. Donc c'est ce qui m'a dit qu'à ce moment-là il fallait un changement. Il y avait Alex Ohio qui disait qu'il n'y a pas que la tech pour réussir. C'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup de la tech. Tu dis qu'un des bons conseils, c'est de se concentrer sur le langage. Il n'y a pas que la tech pour réussir. Il y a effectivement toute la méthode aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu abordes dans ta formation ? Oui, complètement. Tout ça, c'est abordé dans la formation, l'aspect savoir-être et savoir se vendre.
parce que ça c'est important, c'est ce qu'on est en train de faire lorsqu'on cherche un boulot, c'est on se vend soi-même, on essaye de convaincre quelqu'un qu'on est capable d'apporter de la valeur. Donc c'est quelque chose sur laquelle il faut passer de l'attention. Et souvent, lorsqu'on démarre sa carrière de dev, on le sous-estime. On se dit qu'il faut que pour apporter de la valeur, il faut que je passe du temps sur la techno, et donc je passe toute mon énergie dessus, et après je postule et advienne que pourra. Non, en fait, il faut de la visibilité. Comme on disait, il y a énormément de profils juniors qui cherchent ce fameux premier poste. Il y a aussi bien ceux qui sortent de reconversion là, ce mois-ci, que ceux qui sont sortis il y a 2 ans et qui continuent à travailler sur leur montée en compétences. Donc vous êtes en concurrence avec vraiment une grosse quantité de profils. Comment est-ce que vous faites pour vous mettre en avant ? Tout le monde postule à des annonces. Maintenant, comment on fait pour faire un step plus loin, montrer qu'on est un peu plus motivé ? C'est pas tout de dire qu'on adore apprendre et qu'on est motivé. Comment est-ce qu'on le prouve à quelqu'un à qui on n'a pas encore parlé ? Comment est-ce que je le convainc qu'il passe 30 minutes, 1 heure de son temps avec moi ? C'est ça le challenge. Donc ça, c'est quelque chose que tu abordes dans ta formation. Comment tu l'avais intitulé ? Je crois que je l'avais appelé développeur en CDI, trouver son premier CDI après une reconversion. Et cette formation-là, vous pourrez la retrouver du coup sur school.welovedevs.com, où il y a déjà nos formations à nous. Si vous avez déjà acheté une formation de We Love Devs, on vous fera un tarif réduit sur celle de Rayed. Si vous avez acheté la formation de Rayed, on vous enverra un coupon pour avoir la formation de Rayed gratuitement. Et vous aurez un tarif réduit sur les notes de formation aussi. Je pense que c'est du contenu qui est relativement evergreen, oui. et qui est complémentaire. Je trouve ça... on a une formation qui sort bientôt, où c'est pour le portail des juniors, le portail pour les juniors, où c'est Martin qui fait 8 vidéos très précises, une espèce de parcours, de programme pour trouver votre premier emploi en tant que junior sur le marché. On a notre formation très généraliste sur la recherche d'emploi. Et la formation de Rayed, elle est effectivement sur des sujets qui sont comparables, mais vous aurez un point de vue différent, peut-être expliqué différemment, peut-être que quand Rayed l'explique en vidéo, c'est plus clair pour vous que quand c'est Martin, ou réciproquement. Et des fois, on peut avoir des avis contradictoires, et c'est ok. Moi, souvent, j'ai pas d'exemple particulier en tête, mais j'ai déjà eu des débats un développeur devrait faire ci, non, il devrait faire ça. Et c'est ok, mais choisissez la stratégie qui vous colle le mieux. C'est ce qui vous permettra d'avoir cette intégrité et d'avoir cette sincérité lorsque vous aurez ce discours. Ce mail sera formulé dans une façon qui vous ressemble, et ce sera quelque chose qui sera ressenti de la part de la personne qui va le recevoir. Ouais, du coup, c'est quoi l'événement ? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Pourquoi aujourd'hui on rachète ? Excellente question. Excellente question. Alors, il s'est passé plusieurs choses sur 2022 qui m'ont amené ici aujourd'hui. La première chose, c'est que j'ai rejoint MongoDB après ADO. Donc j'ai rejoint MongoDB en fin d'année 2021. Donc c'est un nouveau poste de Solution Architect qui est très, très challengeant, qui est très prenant. J'adore ce que je fais. Du coup, tout de suite, ça m'a enlevé beaucoup de temps que je pouvais investir dans la création de contenu. Et le deuxième événement, là, depuis 1 mois maintenant, j'ai un petit garçon qui a rejoint ma famille. Félicitations. Merci. Donc, du coup, ça remet tout en question, tous les choix, la priorisation, etc. Du coup, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à passer le bâton à Damien et à We Love Devs. C'est comment est-ce qu'on fait pour continuer à entretenir cette communauté, pour continuer à apporter de la valeur à tout ce monde-là qui aime ce qu'il fait. Il faut des gens comme We Love Devs pour pouvoir prendre le flambeau et continuer à apporter de la valeur. Est-ce que tu vas continuer à créer du contenu, ou est-ce qu'on te suit, ou est-ce qu'on te retrouve ? Ouais, alors j'ai toujours l'intention de produire du contenu de manière un peu plus épisodique. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur LinkedIn. Je posterai principalement sur LinkedIn. Je switch un peu mon fusil d'épaule et je passe sur du contenu en anglais, sur des sujets un peu plus architecture, un peu plus haut niveau. Et là, je suis en train de travailler sur un article sur la conception d'un moteur de recommandation, donc sur un site e-commerce. Comment est-ce que un site e-commerce va vous choisir les produits à vous recommander via MongoDB et Google BigQuery. En vrai, on a rushé 1h15. Je suis sûr qu'on aurait pu discuter pendant 2h30, sans souci. On a abordé beaucoup de sujets très importants, très intéressants dans cette vidéo. On aura l'occasion de en discuter. Avec plaisir, c'est avec plaisir que je reviens sur les 2 chaînes. Pensez à vous abonner à la chaîne de We Love Devs et du coup à la chaîne We Love Devs Tech, qui est l'ancienne chaîne de Rayed. Pensez à liker, à commenter cette vidéo et féliciter Rayed effectivement pour son exit aujourd'hui.
C'est vraiment un bon moment pour toi aussi? Ouais, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, c'était le moment de tourner cette page. Et puis, je reste quand même dans la communauté. N'hésitez pas à me contacter sur les réseaux si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et profitez tant que vous êtes là, allez voir probablement, si vous n'avez pas vu l'autre vidéo, allez voir l'autre vidéo, parce qu'il vous manque le début par exemple. Et allez voir d'autres vidéos sur la chaîne We Love Devs. On fait beaucoup de contenu pour que vous en sachiez plus sur la culture tech, pour que vous ayez de la background story sur le monde de la tech. On fait des enquêtes, des reportages, on a parlé du métaverse et du Web3 récemment, mais on va faire d'autres sujets bientôt. N'hésitez pas à regarder plus de vidéos, elles sont chouettes.